Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui on est jeudi, donc on va parler d'une chose intéressante, c'est les 55 ans de la libération d'Israël. Donc j'en ai profité pour contacter un des plus importants magazines en Israël, qui s'appelle Israël Magazine. Et demain on reçoit le président de la MAC, du MAC, donc qui est un mouvement indépendantiste pour les Kabyles en Algérie. Donc on fera une émission, mais en même temps, si vous voulez, les deux sujets sont importants, sont liés, puisque c'est un combat pour l'autonomie, l'indépendance d'un peuple, d'une langue et d'un territoire. Et donc là, on va revenir. Alors aujourd'hui, mon invité est André Darmon, le fondateur et le directeur actuel encore d'Israël Magazine. Bonjour, monsieur Darmon. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, on est content de vous recevoir et c'est un événement important. Alors, vous avez fait un numéro spécial, le 258. Alors, je rappelle que Israël Magazine est publié, ça existe depuis combien de temps? Une vingtaine d'années, non? Oui, 25 ans, nous allons fêter à la fin de l'année, au début de l'autre, nous allons fêter les 25 ans du magazine. Alors, on peut avoir une version papier et un abonnement. Donc, est-ce qu'on peut recevoir ici la version papier ou on peut s'abonner aussi en version numérique? Oui, d'abord, je voudrais vous dire que je n'ai pas d'image, mais peut-être que c'est pas grave. Bien évidemment, nous avions à une époque énormément d'abonnés au Canada parce que nous avions distribué le magazine au Canada depuis quelques années, malheureusement, pour des histoires de distribution. On n'a plus le magazine au Canada, mais on a toujours beaucoup d'abonnés papier donc au Canada, et on peut se procurer la version digitale donc sur le site internet. Sur le site internet également, on peut également s'abonner pour le papier. Donc le site internet est un petit peu la porte d'entrée du magazine. Donc c'est israelmagazine.co.il. Bon, alors, je vous rassure tout de suite, on a votre image, on vous entend très bien. C'est sûr qu'entre Israël et le Canada, il y a quand même quelques distances, mais on vous entend très bien et on vous voit très bien. Alors, vous commencez le numéro spécial, le numéro 258, donc celui de juillet 2022, par une belle image sur la couverture qui représente une image assez connue quand même, puisque, bon, il faut rappeler que chaque année, on fête cette libération. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est cette libération en 1967? On se rappelle qu'il y a donc eu une guerre à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que, bon, on se rappelle que c'était l'Égypte dominait le territoire de Gaza et puis la Jordanie avait donc une partie de Jérusalem. Et Alors donc, d'abord, pouvez-vous... on fête bien évidemment les 55 ans de la libération de Jérusalem. C'est la libération de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours. Donc, Israël avait attaqué préventivement l'Égypte et la Syrie parce que à l'époque, l'Égypte elle-même, l'Égypte de Nasser, avait fermé le détroit de Tiran, ce qui est considéré en droit international comme un casus belli. Et un casus belli, en français, c'est un cas de guerre. Et donc, Israël avait tout le droit de se défendre, donc à attaquer. Et en 6 jours, la fameuse guerre des 6 jours, nous avait permis de remporter, en tout cas Israël, de remporter une superbe victoire, et avec, comme j'allais dire, comme petite cerise sur le gâteau, la libération de Jérusalem après 2000 ans d'exil, parce que Jérusalem était restée aux mains des Jordaniens, tout comme vous le disiez, Gaza était resté aux mains des Égyptiens. Donc, c'est une photo assez extraordinaire qui a été prise par l'un des plus grands photographes israéliens, si je ne m'abuse, c'est David Reisinger. Et j'ai eu, moi, l'immense privilège de rencontrer l'un de ces trois soldats il y a une quinzaine d'années qui habitait à Ashdod. Voilà, donc on fait tous les ans Yom Yerushalayim, donc la libération de Jérusalem. Mais cette année, c'était une année particulière parce que Jérusalem est à nouveau contestée, la souveraineté d'Israël est à nouveau contestée, la souveraineté sur Jérusalem, même en Israël, dans les territoires, on en parlera peut-être tout à l'heure pour la Judée-Samarie. Et, euh, et donc, ça a pris une saveur particulière parce qu'aujourd'hui, et la visite de Joe Biden le prouve, Joe Biden qui non seulement se rendra en Israël, mais se rendra également à Ramallah, donc en territoire palestinien. Il se rendra également à Jérusalem-Est
donc qui est sous souveraineté israélienne, mais sans être accompagné d'aucun officiel israélien et d'aucun garde de sécurité israélien. Donc, ce qui prouve encore une fois que les démocrates américains rencontrent d'une certaine façon la ligne de démarcation de la gauche israélienne, de la gauche européenne, de la gauche mondiale qui veut impérativement faire en sorte de désunir Jérusalem, de faire en sorte qu'elle ne soit pas réunifiée. Donc, je pense qu'il y a un très grand danger dans la visite de Joe Biden. Et donc, c'est pour ça que cet anniversaire, cette fête des 55 ans, de ces 55 ans de cette libération, prend toute sa valeur et toute sa saveur. Alors justement, je rebondis sur votre propos parce que il semble qu'il y ait, comme en Europe et comme en Amérique, une sorte de haine de soi-même, de haine de la civilisation occidentale, alors qu'on sait très bien l'importance de la civilisation israélienne dans cette constitution de cette civilisation occidentale. Mais on voit ça en France, on voit ça au Canada. Il y a une sorte de haine de soi-même et vous avez donc dans votre édito, vous commencez par une citation d'Elie Wiesel, donc je ne vis pas à Jérusalem et Jérusalem vit en moi, qui fait référence à cette célèbre phrase l'an prochain Jérusalem, qui a jamais quitté pendant 2-3 000 ans les personnes de la communauté juive. Mais là, vous faites référence à la très gauchiste ministre de l'Environnement, Tamar Zandberg, a déclaré que la marche des drapeaux israéliens pendant Yom Yerushalem était un acte de défi et qu'elle mettait en danger l'ensemble du Moyen-Orient, l'ensemble de Jérusalem et nous tous. On voit bien ça aussi apparaître aussi en France ou au Canada. On a peur d'être soi-même, on a peur, ça devient une sorte de honte de soi-même. Et ça, vous contestez ça dans cet édito. Totalement. Je veux dire, pour qu'une ministre en place puisse indiquer que le fait de brandir des drapeaux israéliens dans la ville, la ville la plus juive du monde, Jérusalem, la ville sainte, la ville justement qui vient de réunifier, le fait de pouvoir brandir ces drapeaux pourrait représenter un danger et le fait de peut-être d'exciter les Palestiniens. Donc, comme vous le disiez si bien, il y a une espèce de haine de soi qui est pas nouvelle, mais qui est en train de prendre de l'ampleur dans l'inconscient collectif israélien. Et il y a une espèce de victimisation qui s'est aiguisée également vis-à-vis des Palestiniens et même de la minorité arabe, qui ne cesse de pleurnicher, permettez-moi le terme, alors que les Arabes israéliens s'intègrent bien plus aujourd'hui et, j'allais dire, intègrent, sinon envahissent une partie de l'espace économique israélien et ils sont dans des pharmacies, dans des magasins, ils ont investi également les startups, etc. Et malgré cela, la gauche israélienne continue de faire son mea culpa, on ne sait pas lequel. On connaissait le mea culpa des Européens après la Shoah. Aujourd'hui, c'est le mea culpa des Israéliens vis-à-vis des Arabes israéliens et des Palestiniens, des Arabes israéliens que, je le rappelle, ont mis en place des émeutes mortelles il y a plus d'un an, ont mis le feu à des villes entières et, et sans véritablement qu'une solution soit trouvée. Donc oui, une haine de soi qui est un peu comparable à la haine de soi des Français vis-à-vis de l'immigration, beurre, et peut-être aussi ce qui se passe également au Canada. Là-dessus parce qu'on fête cette libération, puis en même temps on s'aperçoit que la communauté juive, enfin les Israéliens, certains pour des raisons religieuses, d'autres pour d'autres raisons, justement en 1967 il y a eu des accords, mais on ne peut pas prier ou aller sur le mont du Temple pour prier. Alors expliquez-nous pourquoi il y a cette paradoxe, parce qu'on parle de libération tout en étant pris par des accords assez particuliers, une sorte de situation où en fait c'est pas Israël qui est maître de la situation. Il faut savoir qu'en 67, après justement la libération de Jérusalem, des décisions ont été prises et des décisions qu'aujourd'hui qui se sont transformées en statu quo. Quelles étaient ces décisions? C'était la décision de laisser
la responsabilité des lieux saints au Waqf, donc à l'autorité supérieure religieuse musulmane, et la possibilité était donnée aux Juifs de pouvoir monter sur le mont du Temple, le Har Habayit, comme on dit donc en hébreu, ce que les Arabes appellent l'esplanade El Aqsa. Et donc le statu quo, c'était que les Juifs avaient le droit, les Juifs, les Israéliens avaient le droit de monter, mais n'avaient pas le droit de prier. Donc ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que il y a une telle hystérie, excusez-moi, de la partie arabe concernant El Aqsa, qui voit El Aqsa en danger chaque demi-heure, et ils en appellent à, je veux dire, à interdire l'accès des Juifs donc sur le mont du Temple, des Juifs et des Israéliens qui, eux, reconnaissant le caractère sacré du mont du Temple, n'ont peut-être pas envie pour certains de respecter le statu quo et pris sur le mont du Temple et peut-être, j'allais dire, rejettent le statu quo, mais le font de manière non violente, ce qui n'est pas le cas, et il faut le savoir, pour nos voisins arabes sur El Aqsa qui se retranchent dans la mosquée, qui sont armés, et pas seulement armés de pierres, et qui se sont permis, il faut le savoir, mais je pense que je ne fais rien découvrir à nos amis canadiens, qui se sont permis de dérouler un match de foot devant les portes de la mosquée, ce qui prouve leur attachement, si je puis dire, à la sainteté du lieu. Du lieu. Alors, vous parlez dans votre éditorial aussi du désir de revenir, le désir de voir revenir Benjamin Netanyahou, qui a eu un rôle très important pendant plus de 10 ans et qui va sortir sûrement blanchi de toutes les accusations qui l'ont neutralisé politiquement pendant un certain temps. On assiste à un gouvernement israélien qui agonise et qui est proche dans peu de temps éventuellement de démissionner. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème aussi, on en parlait souvent avec Ibinière, que c'est un des seuls pays au monde qui applique la proportionnelle intégrale. Faudrait-il une réforme de ce principe politique? Alors écoutez, pour répondre aux deux aspects de votre question, oui, il y a une véritable envie du peuple israélien de voir Benjamin Netanyahou revenir au pouvoir malgré j'allais dire les remarques d'autosatisfaction du gouvernement qui n'arrête pas de dire que le gouvernement gouverne, c'est un superbe gouvernement. Il est constamment en porte-à-faux à la Knesset, il ne peut faire passer aucune loi. Et depuis plusieurs mois, le principe même du législatif est battu en brèche et Israël est bloqué sur ce plan-là. Donc il y a une véritable. Je ne parlerai pas de toutes de tous les compromissions et sur le plan de la cache-route et sur le plan du mariage civil et sur les conversions, ça sur le plan judaïque, sur le plan des aides monstrueuses données aux premiers aux Arabes, 53 milliards de shekels, alors que les entreprises israéliennes, depuis la montée au pouvoir de Naftali Bennett, n'ont jamais été aidées, alors qu'il y a des pshitat regel, comment appelle-t-on ça en français, des faillites permanentes dans la société israélienne. Donc, ça serait trop long pour détailler le nombre de faillites, j'allais dire, mais du côté du gouvernement israélien. Quant à la deuxième partie de votre question, on a parlé de Benjamin Netanyahou et ensuite on a parlé, rappelez-moi, du principe politique de la proportionnelle intégrale. Il est évident qu'aujourd'hui, Israël est bloqué par ce système de proportionnelle intégrale. Il vaudrait mieux revenir à un système de bipolarisation, c'est-à-dire que deux partis, les deux premiers partis qui émergeraient seraient présents au second tour. Bon, il est vrai aussi que ce que l'on voit en France, où il y a une élection présidentielle, mais que l'élection présidentielle pourrait,
pourrait être contrebalancé par une majorité de gauche à l'Assemblée, ce qui ne pourrait pas arriver en Israël puisque ce serait deux partis politiques qui s'affronteraient. Il y en aurait forcément un qui aurait la majorité, ce qui assurerait une stabilité politique au pays et ce qui permettrait de travailler dans la sérénité. Donc, il est évident qu'il faut que le système électoral doit être revu avec, avec beaucoup plus j'allais dire, surtout de comment ces députés qui n'appartiennent à aucune région, donc un côté, j'allais dire, géographique important. Il faut qu'un député puisse défendre une région, une ville, une contrée, un département, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui fait que les députés sont très, très, très souvent déconnectés de leur électorat et bien évidemment, avec ce système de bipartisme, on pourrait peut-être éviter toutes ces élections qui coûtent très, très cher au pays. Alors justement, en finissant sur l'édito, est-ce que Benjamin Netanyahu prépare son retour comme Trump le fait aux États-Unis, qui est un vrai ami d'Israël, alors qu'on voit bien que les démocrates et Biden se préparent à trahir Israël et les différents accords qu'il y avait de non-intervention en s'associant avec l'Iran, la Russie au programme nucléaire, c'est quand même scandaleux. Est-ce que vous croyez que Benjamin Netanyahu peut revenir rapidement? Alors écoutez, je sais de sources sûres qu'il se prépare, qu'il est prêt. J'aurais même tendance à dire que son gouvernement, le prochain gouvernement est prêt. Il est évident qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, le gouvernement israélien est en train d'agoniser. Ça fait 2 ou 3 mois qu'il agonise lentement et sûrement, et que Naftali Bennett essaye de lui insuffler de l'oxygène. Mais de gens, beaucoup de députés de la coalition gouvernementale en sont sortis et sont prêts d'en sortir. Et je pense que sous peu, j'espère avant les vacances parlementaires, donc les vacances parlementaires le 1er juillet, que ce gouvernement puisse tomber et qu'on revienne à un gouvernement, j'allais dire, beaucoup plus à droite. Pourquoi plus à droite? Parce que beaucoup de choses ont été mises de côté. Comme je vous le disais, tout ce qui a trait au judaïsme a été remodelé, ce qui fait que, je vous en parlais tout à l'heure, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui peut convertir n'importe qui. Et donc, je peux vous dire de manière extrêmement précise que ma propre fille m'a demandé est-ce que j'avais la ketouba, donc l'acte de mariage de ma mère. Alors, je lui ai demandé pourquoi, puisqu'elle avait le mien. Et elle m'a dit non, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va être juif, parce que qui va convertir qui. On a peur d'une vague de réformisme en Israël. C'est un des points parmi les centaines de points dont le gouvernement Netanyahou aura à s'occuper dès qu'il sera en place. Et d'après les sondages, Bibi Netanyahou pourrait recueillir très très vite, même sans les élections, c'est-à-dire par une élection directe par la Knesset, dans le cas où il y a une motion de censure, 61 députés, ce qui lui assurerait une majorité et une élection en tant que Premier ministre sans passer par des élections, une élection par la Knesset. Donc oui, beaucoup l'espèrent et l'appellent de leur vœu. On sent aujourd'hui que Israël n'a plus la même audience dans le monde en très peu de temps. Il faut avouer que Benjamin Netanyahu, je vais même vous révéler quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai peut-être écrit, mais c'est pas sûr. C'est qu'il faut. Moi, je me suis posé la question pourquoi Naftali Bennett, qui est religieux, qui porte la kippa, avait violé le Shabbat pour aller donc rencontrer Vladimir Poutine. Alors, je me suis posé la question est-ce que Nathalie Bennett pensait pouvoir régler le problème sur un coup de claquement de doigts, le différend, le conflit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il n'aurait pas pu attendre le lendemain, tout simplement, puisque les choses étaient extrêmement difficiles. Non, il faut savoir qu'à une certaine époque, donc
au moment où Naftali Bennett est parti. Il faut savoir que l'ONU s'apprêtait à nommer Benjamin Netanyahu médiateur dans le conflit, puisqu'il a l'oreille à la fois de Zelensky et l'oreille de Poutine. Donc, Naftali Bennett, pour des histoires d'ego, a violé le Shabbat pour, soi-disant, aller régler un différend pour lequel il n'a strictement rien pu faire, tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Alors, donc, on rentre dans le magazine, ça fait un moment qu'on y est, mais bon, vous avez fait un dossier sur l'itinéraire d'un enfant juif de Casablanca. Alors ici, ça va intéresser, il y a beaucoup, à peu près 100 000 membres de la communauté dans les années 50-60. On a eu l'arrivée de gens des séfarades du Maghreb. Alors, il y a aussi, vous avez eu un coup de cœur pour Déborah Bissror, qui a été chef de cabinet d'Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, et qui est candidate pour le parti de Macron. Mais vous la connaissez personnellement, donc à titre amical, vous connaissiez son père, puisque vous avez été étudiant dans la même école dans les années 70. Alors, c'est une candidate qui vous... Vous pouvez répéter? Je disais, nous avons été étudiants à Jérusalem. À Jérusalem, déjà. C'est ça. Alors, donc, c'est un coup de cœur de votre part parce que vous trouvez qu'elle est dynamique. Alors, je ne vous entends plus, vous m'entendez? Vous dites que vous avez un coup de cœur pour cette candidate pour le parti. Non seulement, je n'ai pas l'habitude de m'immiscer dans la vie politique, en tout cas la vie politique française. Mais j'ai trouvé en Déborah Bissror, qui est la fille de l'un de mes meilleurs amis, bon, Déborah que je connaissais depuis toute petite, et dont j'avais suivi de loin le parcours professionnel. Et j'ai découvert quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui veut faire les choses. Et pour moi, qui est construit des journaux, des entreprises à une certaine époque, et qui est construit, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi déterminé et quelqu'un qui a des objectifs et qui veut les atteindre. Et je le dis d'autant plus que je n'ai pas l'impression que le député sortant, même s'il crie du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, a peut-être oublié ses ouailles dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. D'accord. Alors, Guy Millet, un grand ami d'Israël, régulièrement fait des articles, on l'a reçu plusieurs fois ici, dans l'émission Occident, mais vous le recevez régulièrement, il fait des articles souvent dans Israël Magazine. Et non, là, il a profité de... Éric, il écrit depuis le début, tout début, Guy Millet est mon conseiller politique, et il écrit depuis le début avec Israël Magazine, donc ce n'est pas un intermittent du spectacle. Clair. On le connaît bien, on le connaît très bien. Il a été mon professeur. Ah, très bien. Ça fait depuis 1988. Bien. Ça fait un moment. Donc oui, je lis régulièrement. Et donc là, il a profité de la guerre de la Russie contre l'Ukraine pour poser la question, est-ce que Poutine est-il un ami d'Israël ? Alors, c'est important puisqu'il semble quand même, dans son constat, dans cet article, on ne va pas s'éterniser sur l'article, mais et ça a été complété, disons, confirmé par Emmanuel Navon, que j'ai interviewé sur son livre sur la diplomatie israélienne, depuis les origines, enfin la période biblique jusqu'à la période contemporaine, que la Russie n'a jamais vraiment été un ami d'Israël. Non, écoutez, comme vous le disiez... la Russie a été, en tout cas c'était l'Union soviétique, a été l'une des premières à donner son accord à la partition de ce qu'on appelle la Palestine mandataire, donc à accepter l'idée d'un pays juif, Israël. Mais depuis, on n'a pas vu grand-chose. On a vu des choses qui seraient trop longues d'expliquer, mais ce n'était pas forcément de l'amitié, quand on sait que et Guy le rappelle très souvent, quand on sait que l'OLP a été conçu dans une officine du KGB à Moscou, c'est une autorité publique, c'est même un lieu commun. Maintenant, en ce qui concerne Vladimir Poutine, qui, je crois, a une affection particulière pour Israël, dans le sens où il y a une communauté russe extrêmement importante,
J'espère qu'il ne veut pas nous annexer comme l'Ukraine. Et il y a une communauté extrêmement importante russe. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la personne la famille qui l'a éduqué, c'était à Saint-Pétersbourg, et qui lui a permis de devenir maire de Saint-Pétersbourg il y a une trentaine d'années. C'était une famille juive, une personne d'ailleurs pour laquelle qu'il a revu à l'occasion de son voyage, donc en Israël. Et donc, il avait une certaine affection, et il a permis donc à Benjamin Netanyahou, après de solides négociations, le fait que Israël pouvait intervenir si elle sentait un danger venir de Syrie, et où sont postés les gardiens de la révolution iranienne. Donc, chaque fois qu'Israël le peut, elle n'a pas en face d'elle les batteries S-300 russes qui peuvent abattre n'importe quel avion, etc. Donc, les Israéliens, avec Poutine, ont pu, je veux dire, travailler dans la sérénité pour mettre hors de combat les stocks de munitions des brigades entières des gardiens de la Révolution, etc. Donc Israël était entre le marteau et l'enclume, entre le fait de reconnaître que la souveraineté de l'Ukraine ne devait en aucun cas être violée, et l'enclume qui est la Russie, pour laquelle on est lié, mais comme je vous le disais en préambule, euh, en politique, il n'y a pas d'amis, il y a que des intérêts. Et l'intérêt aussi d'Israël, c'est de préserver ses frontières, mais de préserver toutefois quand même l'amitié qu'avait construite Benjamin Netanyahu avec Zelensky. Et vous pensez que Israël n'a rien fourni? Si, elle a fourni du matériel militaire, mais du matériel militaire défensif, pas offensif, pour ne pas contrarier l'ogre russe. Voilà. Alors, ça confirme que l'Israël est devenu un pays comme les autres, donc avec des intérêts plutôt que des amitiés, c'est intéressant. Alors, vous avez aussi une approche économique de la réalité israélienne, puisqu'il y a tout un dossier aussi sur l'économie, la solidité d'Israël. Alors, ça me permet de rappeler le rôle important de Benjamin Netanyahou depuis 14 ans, où il a appliqué comme ministre de l'économie et Premier ministre, disons, une politique classique libérale qui a permis de libérer l'économie, et que la plupart du fait qu'Israël est devenu une des premières puissances mondiales, économiquement et militairement, c'est aussi dû à cette application d'une politique beaucoup plus libérale qu'avant, quoi. Il faut savoir que l'ancien ministre de l'économie d'Ariel Sharon en 2005-2006 s'appelait Benjamin Netanyahou, qui a commencé son processus de libération de l'économie israélienne en débusquant les monopoles, et surtout le monopole de la Histadrout, de la centrale syndicale, qui avait, j'allais dire, qui tenaillait un petit peu l'économie israélienne. Il a libéré les banques, il a libéré les ports, il a libéré énormément de secteurs de l'économie. Et, et à cela, donc je veux dire, cette libération de l'économie, avec un PNB qui s'est envolé, le niveau de vie a augmenté. C'est évident qu'il y a aussi des pauvres en Israël, mais je crois, vous qui êtes économiste, je crois on a un taux quasiment dans tous les pays, un taux incompressible et de chômage et de pauvres. C'est la loi de l'économie qui le veut. Mais le bilan est assez exceptionnel, puisque aujourd'hui, sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan de la santé, sur le plan militaire et globalement économique, Israël est classé à la 8e place des pays de l'OCDE, même pas de l'OCDE, oui de l'OCDE. Donc une place absolument extraordinaire après simplement 75 ans, 74 ans d'existence. Alors, vous avez aussi des inquiétudes, en particulier, il y a deux dossiers, donc, parce que vous dites que Tsahal se prépare à des émeutes dans les villes mixtes et à une pluie de missiles, sur aussi une interrogation concernant donc, le dossier Judée-Samarie. Il y a quand même disons que ce qui caractérise Israël, c'est surtout l'instabilité.
Écoutez, je ne serais pas aussi pessimiste que mon journaliste quant à la pluie de missiles. Et d'ailleurs, ça fait 2 semaines que le journal est sorti. De ce côté-là, on n'a pas vu d'émeutes, même si on a vu une recrudescence des, euh, excusez-moi, je suis en train de régler l'écran. Donc une Des, attent- recrudescence des attentats? des attentats, etc., de l'agitation, etc., donc arabe israélienne et arabe palestinienne. Mais je ne crois pas, je pense qu'on on est un petit peu partout, que ce soit à Gaza pour des raisons, j'allais dire, de politique intérieure. C'est très bizarre, mais la présence du parti arabe islamiste avec Bennett fait que ça tient en respect un petit peu Gaza. Ils savent très bien que si demain ils attaquaient Israël, Ram sortirait de la majorité et le gouvernement s'écroulerait, ce qu'il est sur le point de faire. Et au niveau du Hezbollah, où même si des problèmes gaziers frontaliers font que le Liban et Israël s'affrontent pour l'instant de manière purement rhétorique, parce que le Liban conteste le forage d'un gisement de gaz qui s'appelle Karish, le requin, shark en anglais. Nasrallah, à la suite de cela, à la suite de ce début de forage, a menacé Israël, mais je pense il y a une espèce d'équilibre de la terreur qui existe depuis, je crois, la Deuxième Guerre du Liban, où les Libanais, et le Hezbollah en particulier, savent qu'il y a des scénarios qui sont extrêmement précis chez Tsahal, dans le cas où il y aurait des velléités d'attaquer le pays. J'ai oublié le nom de cette opération, mais elle coûterait extrêmement cher au Liban si demain des missiles s'abattaient sur Israël. D'ailleurs, on constate que Gaza non plus n'envoie pas de missiles, le Hezbollah non plus, donc il y a une espèce d'équilibre de la terreur. Donc je suis un peu plus optimiste que mes journalistes parce que je pense que de tous les côtés, personne n'a aucun intérêt à animer et à réanimer les débats, si je puis dire. Alors pourquoi certains articles sont intitulés Israël est-il en train de perdre la Judée-Samarie donc la terre des Juifs, faut traduire, alors qu'on l'appelle souvent à l'étranger la Cisjordanie. La Judée-Samarie, un problème ou une solution? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème actuellement pour qu'il y ait cet intitulé dans cet article? Écoutez, la Judée-Samarie, comme vous le savez, devait être annexée le 1er juillet, si ma mémoire est bonne, devait être annexée le 1er juillet 2020. Entre-temps, nous avons eu les accords d'Abraham. Et Benjamin Netanyahou a remis, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, a remis cette annexion à plus tard, sous la pression d'abord de Donald Trump et sous la pression des Émirats. Donc, si vous préférez, cette terre qui est disputée depuis 2000 ans, si ce n'est plus, est le centre de gravitation du conflit israélo-arabe. Il faut savoir comment dirais-je, que des centaines de villages israéliens sont dispersés au milieu de villages palestiniens. Donc, c'est ce qui n'est pas fait pour détendre l'atmosphère. Mettant sur le plan de la réponse à votre question, il faut savoir qu'il y a des débats qui agitent le gouvernement parce qu'il y a une frange du gouvernement qui est pour finalement rendre ou donner ces territoires, tout ce qu'on appelle Meretz, Avoda, bien évidemment le parti islamiste aussi. Et d'un autre côté, il y a le parti Yemina, le parti de Gideon Sarotsi, Nouvel Espoir, qui étaient des partisans. Il faut rappeler quand même que Naftali Bennett était l'un des directeurs un directeur d'une région de Judée-Samarie, directeur de région il y a une vingtaine d'années, et qu'il a un petit peu abandonné, et je peux le dire de manière extrêmement simple,
c'est que nous l'avons interviewé il y a une dizaine d'années et il nous avait dit vouloir annexer le territoire C de Judith et Samarie, le territoire G qui comprend la vallée du Jourdain principalement. Et ce qu'il a fait récemment, c'est qu'il a permis, avec sa coalition, il a permis la construction de maisons palestiniennes dans ce territoire C qu'il voulait annexer il y a quelque temps, il y a une dizaine d'années. Donc, si vous préférez, il y a une peur que, comme pour le Negev, d'un envahissement de construction palestinienne, un petit peu ce que faisaient les Israéliens, c'est-à-dire que c'était la technique du fait accompli. On construisait, et les Arabes et les Palestiniens ont repris, et les Arabes israéliens ont repris à leur compte cette technique. Et aujourd'hui, comme vous le savez, dans le Negev, parce que les problèmes sont liés, dans le Negev, on vient de légaliser des milliers de maisons qui n'étaient pas légales, qui avaient été construites sans permis. On vient de les raccorder à l'électricité, où on va le faire, donc les rendant légales sur des terrains qui appartiennent à l'État. Et pareil pour la Judée-Samarie, où on est en train également de raccorder des maisons palestiniennes, de faire construire des maisons palestiniennes, pendant que des yishuvim, c'est-à-dire des villages de jeunes juifs, eux, on ne leur a pas permis, justement sous la pression de ces gouvernements, de ces partis de gauche, on ne leur a pas permis de pouvoir et se raccorder à l'électricité et à tous les besoins vitaux qu'un village a besoin. Donc, oui, il y a une peur israélienne de voir un petit peu partir en lambeaux la Judée-Samarie, comme le Negev, d'ailleurs. Alors, vous abordez aussi, pour finir, différents sujets un peu plus légers, mais enfin, il y a quand même tout un dossier sur les chrétiens protestants allemands, une abomination. Donc là, on va revenir de 1933 à 1944. Mais vous parlez de la succession à un héritage numérique, c'est-à-dire l'impact du numérique dans les processus notariats, par exemple. Mais vous parlez aussi à Jérusalem, jeux, 7 et matchs pour le vivre ensemble. Donc là, on voit des jeunes faire du sport, des activités sportives qui sont un peu transgénérationnelles et puis transculturelles aussi, ou religieux. Est-ce que c'est là aussi le vivre ensemble? Le magazine aussi valorise cet échange? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut parler des choses. C'est notre métier de journaliste, de voir les choses, de les raconter, de les montrer au public. Et donc, cette expérience comme vous dites, transculturelle, en tout cas, qui fait que le tennis réunit certaines parties de la population qui sont normalement opposées, donc les juifs, les druzes, les arabes, etc. Mais c'est surtout au niveau des enfants, pour peut-être leur apprendre un autre narratif, un narratif j'allais dire, plus calme, qui ne parle pas, où la haine est absente, etc. Donc, oui, on ne peut pas être contre ce genre de choses. Donc, on en parle, bien qu'on sache, en tout cas pour moi qui vis depuis plus de 35 ans dans le pays et qui était déjà là il y a 50 ans, j'étais tout jeune, bien que je pense que il y a j'allais dire, un véritable déni du peuple juif sur sa terre, et quoi que l'on fasse, c'était pas un problème de territoire, c'est un problème purement ethnique, c'est un problème que Israël doit devenir Judenrein pour les Arabes. C'est clair, net et précis, et je pense pas qu'on me fera changer d'idée là-dessus. Alors, justement, il y a le musée Dreyfus, qui semble-t-il... il y a un musée Dreyfus parce que bon, j'ai travaillé sur cette période-là quand j'ai fait mon doctorat sur le Marinoni, le fondateur de la presse moderne. Malheureusement, il était du côté des Entrées d'Ifrusard avec Ernest Judet, qui était son rédacteur en chef. Et il y a eu le procès, justement, entre Marinoni et contre Zola. Enfin, alors, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a eu la création d'un musée en Israël sur l'affaire Dreyfus? Non, non, c'est pas en Israël, c'est en France, c'est dans la maison même de Zola. Donc, dans Oui, la ça maison. m'étonnait aussi. Oui, non, c'est pas en Israël, c'est dans la maison d'Émile Zola lui-même, dont on ne sait pas véritablement s'il est mort dans son lit
avec des émanations de gaz ou s'il n'a pas été assassiné. Donc, dans cette maison où il est mort, où il y a déjà un musée, donc Émile Zola, où un musée Dreyfus a été, j'allais dire, bâti pour revivifier la mémoire de ces deux personnages qui ont, à mon avis, ont changé la face du XXe siècle. Certains disent que sans l'affaire Dreyfus, il n'y aurait peut-être pas eu Israël, comme on dit que sans Herzl, il n'y aurait pas eu Israël, etc. Donc, il était bon que comment dirais-je, qu'on puisse voir, excusez-moi d'être répétitif, de voir de visu, si je puis dire, de faire un pléonasme, pardon, je cherchais le terme, d'aller quérir de visu des photos, des enregistrements, parce qu'on entend la voix de Dreyfus parler également, et de retracer un petit peu cette épopée qui a failli tuer la République française. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison. Il y a eu une poursuite politique puisque les partis qui s'opposaient sur l'affaire Dreyfus ont continué à perdurer dans la Troisième République, etc. Alors pour finir, il y a deux dossiers qui me semblaient importants d'aborder. Pourquoi avoir parlé des chrétiens protestants allemands? Qu'est-ce qu'il y a eu avec eux pendant cette période 1933 à 1944? Écoutez, moi, ça m'a paru très important. D'abord, on travaille avec cet historien depuis des années, André Charguero, qui se trouve en Suisse et qui veut démontrer depuis longtemps la face cachée de la Shoah, les choses dont on ne parle pas. Par exemple, dans l'avant-dernier numéro, c'était tous ces pays qui se disaient neutres et qui ont contribué malgré tout à l'effort de guerre allemand. Et dans le dernier numéro, donc, on parle de cet antisémitisme virulent, parce qu'on parle de l'antisémitisme aujourd'hui dans les universités américaines, mais il faut savoir que déjà dans les années 30, dans les années 25, il y avait un antisémitisme chrétien terrifiant aux États-Unis et qui était animé non pas par par des quidam, mais par les plus grands pasteurs du pays. Donc et c'était des protestants, c'était des gens qui s'étaient ralliés à Hitler, qui sont même allés le visiter donc à Berlin. Donc je voulais rappeler que l'antisémitisme, s'il faut le combattre, il faut se rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'endémique. C'est quelque chose qui est, j'imagine, dans les gènes de l'Occident depuis toujours. Et c'est une leçon pour le peuple juif. C'est-à-dire que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en politique, mais aussi dans l'histoire, il n'y a pas d'amis, quoi. Il y a que des intérêts. Alors, même si on prend le cas des États-Unis, qui sont censés être les plus grands amis d'Israël, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas certain qu'aujourd'hui, Biden ne veuille défaire tout ce qu'a fait Trump pour le bien d'Israël. Je parle de l'ambassade, je parle de la reconnaissance du Golan, de la reconnaissance de la réunification de Jérusalem. Donc, c'est une leçon, les leçons de l'histoire doivent être tirées et Israël doit savoir qu'elle ne doit compter que sur elle-même. Vous avez tout à fait raison sur le christianisme, parce que c'est ça qui a provoqué Vatican II et la déclaration de Rerum Novarum reconnaissant que ce n'est pas les Juifs qui sont à l'origine de la mort de Christ, de Jésus-Christ. Mais ça a été important et le déclencheur, malheureusement, il a fallu attendre 2000 ans. J'avais fait une émission d'ailleurs sur un spécialiste qui avait fait son doctorat sur l'influence de Saint Jean sur l'antisémitisme chrétien pré-islamique, puisqu'on parle toujours de l'antisémitisme musulman, mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Alors pour finir, justement, ce qui est intéressant, c'est l'éthique juive, le nom de la vérité, la loi qui est important. Alors je voulais vous laisser conclure sur cette entrevue avec cette éthique juive au nom de la vérité. Et c'est vrai qu'on peut reprocher pas mal de choses à Israël, mais au moins c'est une société de liberté et d'antagonisme et de liberté d'expression. Oui, on a voulu parler de l'éthique juive parce qu'on avait l'impression qu'avec l'affaire de Shiran, l'affaire de la journaliste américano-palestinienne, mais j'allais plutôt dire palestino-américaine, qui travaille à Al Jazeera, on allait retomber dans les affres de l'histoire de Al-Doura. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
C'est la raison pour laquelle j'ai mis la photo de Charles Anderlin, que j'avais interviewé il y a une dizaine d'années pendant 3 heures dans son blocos de France 2 à Jérusalem, et qui m'avait absolument pas convaincu. Et donc, on est en train de retomber dans les affres du mensonge palestinien, de la victimisation palestinienne. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir les preuves ce sont dans l'éthique juive, dans la morale juive, ce sont des témoins, ce sont des preuves physiques, etc. Et, euh, avant même que de savoir ce qui s'était passé, Israël était déjà accusé. Donc, je voulais rappeler quels étaient les principes, pas moi, mais mon journaliste rappelait quels étaient les principes qui concouraient à la vérité, les témoignages, le fait que la vérité ne se revend pas, elle peut s'acheter, mais elle ne se revend pas, et que c'est une donnée primordiale du judaïsme, c'est savoir dire la vérité et la dire même si elle est dérangeante. Et je crois, pour bien connaître Tsahal, que chaque fois que des bévues ont été faites, elles ont été reconnues. Là, à aujourd'hui, je crois qu'on n'a toujours pas, on ne sait pas du tout d'où est sortie la balle qui a tué la journaliste palestinienne. Donc, c'est un petit peu le sens de cet article dont j'avais discuté avec mon journaliste, M. Wiesmann, pour montrer ce qu'était ce qu'on appelle la pureté des armes dans Tsahal. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous étions avec André Darmon, fondateur d'Israël Magazine, donc un magazine francophone qu'on peut se procurer en papier mais aussi en numérique. Et je vous rappelle le site internet www.israelmagazine.co.il. Donc si vous voulez continuer cette réflexion et aller vous procurer le magazine, je vous le conseille, c'est très riche, avec une diversité de points de vue, mais en même temps avec toujours cet amour d'Israël qu'on peut comprendre. Alors je voulais vous laisser la mot de la fin, André, et vous souhaiter bonne route. Alors, je voulais vous dire, j'ai rien prévu, mais ça me vient spontanément. Je voulais vous dire que le fait de ne plus être distribué au Canada depuis quelques années m'a beaucoup peiné parce que on avait énormément de lecteurs au Canada et les lecteurs, les abonnés, je vais vous dire quelque chose. Un journal a besoin de publicité, par exemple, et même si la publicité rapporte énormément, énormément, quand il n'y a pas de pandémie, ce qui est le plus important pour le rédacteur en chef que je suis, c'est d'avoir des lecteurs, des abonnés, parce que c'est la constitution d'une famille. Et je peux vous dire que mes abonnés m'appellent. Ils m'appellent comme s'ils appelaient leur cousin ou leur tonton ou leur fils. Et on a des discussions à perte de vue. Et c'est ça qui fait le sel de ma vie, le sel de mon travail. Et je suis très heureux d'avoir cet entretien avec vous, Eric, ce soir. C'est un petit peu mon retour sur le sol canadien. J'en suis très heureux. Et tous les Canadiens, d'où qu'ils viennent, seront les bienvenus dans le magazine. Tout à fait. Alors on va diffuser cette entrevue largement pour que les gens puissent connaître un autre son de cloche sur la réalité d'Israël qu'on a l'habitude d'entendre à droite, à gauche. Plutôt à gauche d'ailleurs. Oui, bon, merci beaucoup André. Ça a été un grand plaisir beaucoup de vous recevoir dans l'émission Occident. Également. Merci messieurs, dames, et à une prochaine émission.